Donc j'ai à la fois le grand honneur, mais aussi la tâche particulièrement difficile de succéder à Jean Doyen comme orateur dans cette série. Euh, c'est aussi une chance parce que je pense que c'est une suite parfaite pour son exposé sur la gravitation newtonienne, puisque quelque part je vais vous parler aujourd'hui d'une suite des théories de la gravitation, non seulement classiques, mais aussi évidemment relativistes. Alors je n'ai pas les compétences pour entrer dans la physique des trous noirs. Mon boulot, c'est de les découvrir, de les caractériser. Donc je vous parlerai du trou noir découvert par le satellite Gaïa, qui constitue le centre, le cœur de mes activités depuis quelques années. C'est une entreprise assez complexe. Elle implique 450 collègues astronomes répartis dans toute l'Europe. Donc la gestion de projet était quelque chose de compliqué. Et disons, ma petite modeste tâche consiste à caractériser tous les systèmes binaires qui vont sortir et qui sont en train de sortir de l'analyse des 200 milliards des 2 milliards d'étoiles observées par Gaïa, ce qui représente 1% de ce qui peut paraître, disons, 2 milliards d'étoiles en nombre entier, ça paraît immense, mais ça n'est jamais qu'1% du nombre total estimé d'étoiles dans notre galaxie. Et donc, le but, ici, notre but à l'ULB, c'est de caractériser donc les propriétés des systèmes binaires qui sont présents dans cet échantillon, et en particulier de rechercher les objets étranges comme les trous noirs. Et donc en avril de cette année, on a annoncé la découverte d'un trou noir qui était très particulier parce que c'est le plus massif parmi les trous noirs stellaires, et j'insiste sur cette caractérisation, le trou noir stellaire le plus massif découvert jusqu'ici. Ce n'était pas le plus massif dans l'absolu parce que les ondes gravitationnelles ont découvert toute une famille de trous noirs encore plus massifs que celui-ci, mais par des méthodes indirectes et avec des résultats tellement surprenants que les astronomes qui font de l'astrophysique stellaire que je fréquente n'y croyaient qu'à moitié sur la nature massive des trous noirs découverts par les ondes gravitationnelles. Et donc, l'importance du troisième découvert par Gaïa, donc on l'appelle Gaïa Black Hole Tree, c'était que, quelque part, il apportait la confirmation de l'existence de la population de trous noirs massifs déjà annoncée depuis plusieurs années par les ondes gravitationnelles. Donc voilà le contexte de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Peut-être une petite publicité pour un nouveau groupe interfacultaire qu'on a avec un petit clin d'œil appelé Blue ULB. C'est une création, c'est une idée de ma collègue Sophie Vanek. Donc c'est un groupe interfacultaire à l'université qui rassemble 150 chercheurs qui, de près ou de loin, ont leurs activités en relation avec l'espace. Et ça inclut aussi faculté de médecine, les vols habités en apesanteur et des choses comme ça, et l'astronomie spatiale que nous pratiquons. Alors, voilà le sommaire, assez ambitieux. Donc je vais commencer par vous parler du satellite Gaïa, ce que c'est, comment il fonctionne, où il se trouve. Quelques mots des trous noirs, actifs ou dormants. Je ne vais pas entrer dans la physique des trous noirs, comme je vous l'ai dit, je vais entrer plutôt dans la phénoménologie des trous noirs. Et évidemment, vous parler des méthodes de détection et des propriétés de ce fameux trou noir Gaïa, du troisième trou noir Gaïa. Ceci est une collaboration avec l'équipe d'une vingtaine de chercheurs du sous-groupe Non-Single Stars, qui était dirigé par mon collègue Dimitri Pourbet, trop tôt décédé il y a 3 ans. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai recentré mes activités à sa disparition. J'ai repris ces activités pour ne pas laisser le groupe sans scientifique.
Donc c'est une œuvre commune, disons, de cette équipe d'une 10-15 chercheurs qui s'occupent de non-single stars dans la collaboration Gaia. Et je terminerai par l'implication pour les modèles d'évolution simple et binaire. Vous avez ici, en bas de l'écran, les articles qui donnent plus de détails sur le sujet, donc publiés dans Astronomy Astrophysics. Ok, donc quelques mots à propos de Gaia, et on va commencer par je vais commencer par vous montrer à quoi ressemble le satellite. C'est un gros machin, il fait plusieurs tonnes, donc le voilà dans les laboratoires c'est une fabrication EADS Astrium, qui est un consortium industriel européen, je dirais essentiellement avec des composantes essentiellement françaises et italiennes. Et donc vous voyez que c'est un gros machin. Là, il est testé au sol et le déploiement de son comment dire, bouclier thermique est étudié. Donc c'était une mission assez critique parce que les objets qui se meuvent sont toujours dangereux. Hein, c'est eux qui peuvent se bloquer dans l'espace. Et donc là, voilà, ils testent le déploiement à la fois des panneaux solaires et du bouclier thermique. Donc vous voyez qu'à l'échelle humaine, c'est vraiment un gros machin. Il a dû faire usage d'une fusée Soyouz Fregat lors de son lancement en décembre 2013. Donc à l'époque, évidemment, les politiques ne nous empêchaient pas de collaborer avec la Russie. Et donc, c'est une Soyouz Fregat qui avait la puissance suffisante pour lancer ce gros machin dans l'espace et l'envoyer. Donc non seulement le lancer dans l'espace, mais aussi l'envoyer au point de Lagrange L2 où il réside. Donc voilà, ça c'est donc c'est ce que vous venez de voir, mais en vue d'artiste. Et donc l'idée, c'est que le bouclier que vous avez vu, thermique, que vous avez vu se déployer, doit protéger toute l'instrumentation du rayonnement solaire. Et pour ce faire, il faut le placer à un endroit où le Soleil est toujours dans une direction bien contrôlée. Et c'est une des raisons pour lesquelles il a été placé à ce qu'on appelle le point de Lagrange L2, qui est 1 500 000 km à l'opposé du Soleil, donc à 1 500 000 km de la Terre, dans la direction opposée au Soleil. Et donc, au fil du temps, le Gaïa suit la Terre dans son mouvement et il a été placé avec le bouclier dirigé évidemment en permanence vers le Soleil, de manière à absorber la chaleur solaire. Donc il a été lancé, comme je vous l'ai dit, le 19 décembre 2013. Après 6 mois de tests, les opérations scientifiques ont réellement commencé en juillet 2014. Donc à peu près 6 mois plus tard, et d'ici quelques semaines, il va cesser ses opérations après 10 ans et demi d'opérations, ce qui ne signifie pas la fin de la mission, c'est simplement le satellite qui va cesser ses observations parce qu'il va tomber à court de carburant. Donc au départ, il était prévu pour une mission de 5 années, et on a été très heureux de constater que le lancement avait été tellement bon que les réserves de carburant avaient été surestimées. Et donc, on a pu conserver du carburant pendant 10 ans au lieu de 5. Et le carburant est nécessaire pour effectuer les petites corrections, notamment lors des collisions avec des micrométéorites qui vont légèrement modifier son orientation. Et donc, il faut utiliser un peu de carburant pour redresser, corriger l'orientation. Et puis surtout, il fallait conserver du carburant pour libérer, pour déplacer le satellite du point de Lagrange, parce que c'est un endroit qui est très prisé des agences spatiales, et donc les satellites qui sont hors service, on les envoie ailleurs dans le système solaire, avec une précaution qu'on s'assure qu'au moins dans les 2 siècles à venir, la trajectoire du satellite ne le fera pas revenir sur la Terre et, disons, ne met pas en danger
la Terre par une rentrée dans l'atmosphère incontrôlée. Donc, et ça c'est important, la fin des observations ne signifie pas la fin de la mission. On a encore pour 5 années de calcul intensif. Donc, c'est des calculs qui impliquent, pour les mathématiciens présents dans la salle, je l'ai déjà dit il y a quelques années quand je suis venu présenter le satellite, quelques mois avant ou après, je ne sais plus, son lancement, où là je me suis étendu sur, disons, les caractéristiques des calculs. Et pour vous donner une idée, le cœur du calcul consiste à inverser une matrice de plusieurs millions avec plusieurs millions par plusieurs millions. Et donc ça met en œuvre les gros calculateurs d'Europe, répartis, il y en a 5 ou 6 qui sont impliqués. Et donc, on aura encore besoin de 5 années pour finir tous les calculs. C'est un processus itératif. Et plus on fait des choses sophistiquées, plus on arrive loin dans la chaîne. Et donc, on a considéré qu'il faudrait bien encore 5 ans pour finir tous les calculs. Okay. Alors, voilà une vue un peu technique de la charge utile. Alors, je vais insister sur un point. D'abord, les contributions techniques belges, et deuxièmement, les difficultés techniques qui sont en jeu ici. Alors, vous allez voir qu'on a été extrêmement ambitieux et qu'on a souhaité observer les objets avec une précision sur la position de ces objets qui est de l'ordre de 10-5 secondes d'arc. Alors, ça vous dit certainement rien du tout, parce qu'on n'a absolument aucune intuition de la notion d'angle. Et donc, parce que l'évolution de l'espèce humaine ça ne représente pas un avantage évolutif d'être capable d'estimer une distance angulaire. Donc, dans quelques diapositives, je vous montrerai ce que ça représente. Mais sachez qu'en termes techniques, ça a des conséquences importantes. C'est que pour pouvoir tenir les 10-5 secondes d'arc sur le ciel, il faut limiter la dilatation du banc optique à quasiment une fraction d'atome. Donc ça, on s'est dit, jamais l'industrie ne pourra tenir ces spécifications. Eh bien oui, il s'est avéré que pendant les 6 mois de test, il s'est avéré que tout se passait bien, et que donc ce banc optique tient le coup. Et donc, rappelez-vous, le problème, donc la présence du bouclier thermique, hein, qui remplit bien sa fonction de protéger l'instrumentation des variations de température. On a d'un côté la chaleur solaire et de l'autre côté on a le froid interplanétaire. Donc la conception a été optimale de ce point de vue. Mais techniquement, il a fallu utiliser un banc optique en carbure de silicium, donc SiC, carbure de silicium, non seulement le banc optique qui soutient tous les instruments, mais aussi les miroirs. Les miroirs, ici, vous avez 2 miroirs, c'est important, retenez qu'il y a 2 miroirs, ils sont en carbure de silicium, et voilà leur taille, 1,45 m par 50 cm, en taille linéaire, et ils sont eux aussi en carbure de silicium. Et là où on a la contribution belge, c'est que la firme aérospatiale Amos, sur le campus du Sartillement, qui au départ était une spin-off de l'Université de Liège, c'est Amos qui a poli les miroirs au carbure de silicium, et c'est la première fois qu'on faisait ça. Donc la Belgique a aussi une contribution importante au niveau technique. Oui, et retenez aussi qu'il y a un angle de 106,5 degrés entre ces 2 miroirs. Donc en fait, il y a 2 champs stellaires qui vont être observés simultanément, et c'est important pour la suite. Et donc, alors je vais vous montrer, donc ça c'est une vue, c'est un dessin. Maintenant, je vais vous montrer encore une meilleure représentation. Donc voilà les 2 miroirs polis donc en carbure de silicium, qui sont les miroirs primaires, qui renvoient la lumière vers l'instrumentation qui se trouve là-dessous. Et puis on a plusieurs instruments. Donc voilà le chemin optique.
qui finit sa course sur un grand ensemble de CCD. C'est le plus grand ensemble de CCD jamais construit. Il fait 1 mètre sur quelques dizaines de centimètres, donc ce sont des CCD accolés, il y a une centaine de CCD. Et donc on a plusieurs instruments qui sont là. Donc je vais peut-être revenir en arrière. Ils sont mentionnés ici. On a donc ici, la superposition des 2 champs se fait ici sur le miroir secondaire. Et puis ici, on a le plan focal avec 106 détecteurs CCD qui sont répartis sur le plan focal ici. Et on a aussi un spectrographe. On a des prismes ici qui décomposent la lumière pour étudier, pour mesurer non seulement le spectre de l'étoile, mais aussi pour mesurer la vitesse radiale. Donc c'est la vitesse sur la ligne de visée. Voilà, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà le plan focal avec l'assemblage des CCD. Ici, c'est pour faire l'astrométrie, donc la mesure des positions. Ici, c'est la photométrie bleue et rouge. Et ici, c'est les CCD qui récupèrent le spectre de l'étoile pour notamment mesurer la vitesse radiale par effet Doppler. Et donc, tout le champ stellaire défile devant le plan focal et met 10 secondes pour passer devant. Et donc voilà, quelques détails techniques, mais je pense que c'est pas important pour nous dans cette conférence. Ce qui est important, c'est ceci, c'est qu'en fait, le satellite subit un mouvement complexe, une combinaison de mouvements de rotation complexe. Donc on a un axe principal de spin, avec ce qu'on appelle l'angle de base de 106,5 degrés, donc qui sépare les 2 champs de vision. Donc voilà, le premier champ est ici, le deuxième champ est ici, et il tourne, donc le satellite tourne de manière à ce que les 2 champs balayent, les 2 champs de vision balayent le même champ stellaire à quelques heures d'intervalle. Vous voyez que la période de spin, c'est 6 heures, donc le satellite fait un tour autour de son axe de spin en 6 heures. Et donc, comme il y a 106 degrés, ça fait à peu près 2 heures entre les champs, le passage de 2 champs dans le plan focal. Et donc on mélange en fait des étoiles de ces 2 champs sur le détecteur. Et donc au départ, le premier problème à régler, c'est d'attribuer une étoile à un champ, parce qu'elles sont superposées et on n'a aucun moyen de savoir, on n'a pas de cartographie préalable, parce qu'on étudie les objets jusqu'à la magnitude 20, donc il n'y a pas de carte du ciel jusqu'à la magnitude 20. Donc un des grands problèmes, disons, des astrométristes, c'est d'attribuer chaque étoile à son champ correspondant. Et puis on a d'autres mouvements. Vous voyez, il y a un mouvement aussi de précession de cet axe de spin autour de la direction du Soleil. Okay, donc il y a 45 degrés entre l'axe de spin du satellite et le Soleil, et l'axe de spin précessionne avec une période de 63 jours autour de la direction du Soleil, de manière à ce que, je vous ai dit, que la direction du Soleil soit toujours bien sous contrôle pour ne pas risquer de griller tout le plan focal par la lumière solaire. Donc, ça veut dire que le satellite, en fait, balaye le ciel selon la trajectoire bleue, et en fait finit par balayer l'ensemble du ciel en une année. Parce que, évidemment, ça va de soi, mais j'ai oublié d'insister là-dessus, vu sa position au point de Lagrange L2, le point de Lagrange L2, c'est le point de Lagrange du problème restreint des 3 corps, Soleil, Terre, satellite. Et évidemment, ce point se déplace autour du Soleil avec le mouvement terrestre. Et donc, dans le système des 2 corps, avec un rapport de masse très grand, la Terre étant très peu massive par rapport au Soleil, le point de Lagrange L2 est un point où les orbites de Lissajous sont stables. Et
et donc le satellite suit la Terre dans sa révolution autour du Soleil en une année. Voilà, alors maintenant vous allez voir le mouvement de balayage du satellite sur le ciel. Donc voilà les deux champs de vision, et voici quel est leur mouvement, quel est le balayage du ciel qui en résulte. Alors non, le temps ne s'écoule pas, donc vous n'avez pas de référence temporelle, mais en fait, il aura couvert le ciel en une année. Donc vous voyez que la couverture du ciel n'est pas homogène. Donc on a des régions, les régions bleutées sont les régions où on a plus d'observations qu'ailleurs. Donc voilà avec quoi on travaille. Donc c'est un échantillonnage pas homogène de la voûte céleste. Et vous voyez ici la première image qui a été rendue publique. Je vais arrêter la vidéo peut-être. Enfin, oui, bon, juste quelques mots sur cette image. C'est pas une vraie image avec une caméra, c'est en fait une représentation de la densité des objets sur le ciel. Donc c'est une image, c'est une fausse image en fait, où on a simplement compté les objets par seconde au carré sur le ciel, et on a attribué une couleur plus intense pour les champs les plus denses, et en fait on retrouve évidemment la carte familière du ciel obtenue par des moyens photographiques classiques, et ça c'est quelque chose qui a été publié en 2016 lors du premier data release. Donc en fait le satellite, alors je vais voir si j'arrive à le couper, ouais. Voilà, j'arrive à l'arrêter. Donc en fait, le satellite, l'ESA en fait nous a imposé de rendre publiques les données à intervalles définis, avec des mesures de plus en plus sophistiquées, avec, disons, un traitement de plus en plus sophistiqué et avec de plus en plus de produits annexes. La première chose qui a été publiée, c'est cette carte de densité. C'est une carte de densité, en fait. Alors, vous reconnaissez des choses familières, les deux nuages de Magellan, le grand, le petit. Ça, c'est, je pense, la galaxie d'Andromède, la Voie lactée, avec toutes les poussières qu'on trouve dans le plan de la Voie lactée. Donc ça, c'est et vous y trouvez, et surtout, et c'est pour ça que c'est représenté ici, vous y trouvez la marque du balayage du ciel. Vous voyez ces structures de plus ou moins grande densité selon la position sur la voûte céleste. Donc ça, c'était le premier produit. Aujourd'hui, on a la carte équivalente, mais où la trame du balayage a disparu parce qu'on a une meilleure statistique. Ok, donc voilà, par exemple, après 72 jours d'observation, voilà ce que ça donne. Voilà le trajet du balayage après 72 jours. Alors, maintenant, je vais vous dire quelques mots sur la manière dont fonctionnent les grands principes du calcul. Donc, on a ici donc un premier balayage sur une largeur de 0,7 degrés. Et donc, ici, évidemment, des étoiles des deux champs de vision sont mélangées, sans qu'on sache qui appartient à qui. Et donc, ce qui va nous aider, c'est d'avoir les balayages suivants qui ont des orientations différentes. Et comme ils ont des orientations différentes, les mélanges d'étoiles sont différents. Alors j'ai mal fait, en réalité j'ai repris cette figure du Project Scientist, et bizarrement, il a fait ça bizarrement. Moi j'aurais changé évidemment les étoiles présentes dans les champs rouges et les champs bleus et les champs noirs, parce qu'il y a un mélange différent, puisque les deux champs sont orientés différemment. Il y en a un qui est semblable, mais le deuxième est différent. Donc le but, en fait, ça a été d'établir un algorithme pour attribuer chaque étoile à chaque champ. Et une fois que ça a été fait, à ce moment-là, on peut travailler correctement. Alors, il y a un point très important ici au niveau de la maîtrise des erreurs. Si on avait procédé de manière séquentielle en disant « Ok, je prends un point de référence sur le ciel et je construis mes positions d'étoiles de proche en proche par rapport à ce point de référence », on aurait accumulé les erreurs. Les erreurs se seraient accumulées et en revenant au point d'origine, on serait tombé à côté, forcément. Et donc,
dès le départ, il y a eu un choix qui s'est révélé essentiel, qui a été de dire, OK, on ne va pas procéder comme ça, parce qu'évidemment, la propagation des erreurs fait que on aurait des précisions très hétérogènes sur la voûte céleste. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenu en fait toute la sphère sur un calcul. Donc, on a relié en fait les étoiles les unes aux autres déjà grâce à l'angle de base de 106,5 degrés qui met l'une sur l'autre des étoiles séparées par 100 degrés sur le ciel. Donc ça, c'est une première chose importante. Et puis on les relie. Donc on relie non seulement les champs de 106 degrés, mais ces champs de 106 degrés tournent sur le ciel. Donc de la sorte, on peut rattacher en fait l'ensemble de la voûte céleste en un calcul unique d'inversion de matrice qui va donner les positions d'un certain nombre d'étoiles repères sur l'ensemble de la voûte céleste. Et c'est mon collègue Dimitri qui utilisait en fait pour bien expliquer ça, j'ai oublié de l'apporter aujourd'hui, une petite construction des îles de paix, les petits bonshommes qu'on peut attacher les uns aux autres, et on peut faire une sphère. Et en fait, il en avait acheté suffisamment pour faire une sphère. Et en fait, ça, c'est un bel exemple qui donne, disons, l'idée générale du principe du calcul, quoi. Et donc, le résultat visé, c'est d'atteindre une précision sur la position de 10-5 secondes d'arc. Et ça marche, ça marche, je peux vous le garantir que là, j'ai dans mon ordinateur des précisions, j'ai des mesures, des données avec cette précision-là qui n'étaient jamais atteintes jusqu'ici. Et donc, il est clair que là, l'Europe est au devant de la scène et qu'on fait des envieux dans les autres parties du monde, le Japon, la Chine et les États-Unis, évidemment. Ok, et donc maintenant, je vous avais promis une intuition de ce que ça représente, 10-5 secondes d'arc. Donc voici. Alors ici, on prend une pièce de 2 euros, 2 cm de diamètre, et on suppose, on fait une hypothèse de mathématicien, supposons qu'on puisse voir l'épée de Saint-Michel sur la flèche de l'hôtel de ville depuis la tour de l'université au Solbosch, ce qui est, bon, en pratique, ce n'est pas le cas, mais on fait des mathématiques, et donc on dit, supposons qu'on puisse le voir, et donc il y a à peu près 6 km entre les deux tours, et donc quand on fait un bête calcul de trigonométrie, 2 cm vu à 6 km de distance, c'est grosso modo 1 seconde d'arc. Mais en tout cas, ça a le mérite de vous représenter pratiquement ce que ça représente. Une autre manière de le voir, c'est de savoir que le diamètre de la pleine lune, c'est 30 minutes d'arc. Et 30 minutes d'arc, c'est un demi-degré. Et un demi-degré, c'est 1800 secondes d'arc. Donc, si vous pouviez diviser la pleine lune en 1800 le diamètre de la pleine lune en 1800 parties, chaque partie, c'est 1 seconde d'arc. Donc, vous voyez, c'est pas grand. Et j'associe Bessel à cette seconde d'arc parce que c'est Bessel, en 1838, qui est le premier à avoir pu mesurer la parallaxe annuelle des étoiles, c'est-à-dire le mouvement d'une étoile causée par le mouvement de la Terre autour du Soleil. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement parallactique ou le mouvement réflexe. Si moi je me déplace ici par rapport à vous qui restez fixe, et si je fixe la caméra par exemple qui est proche, eh bien je vois la caméra se déplacer par rapport aux briques du fond de l'auditoire. Et en fait, c'est ce que mesure le satellite Gaïa, c'est les déplacements relatifs des étoiles proches par rapport aux étoiles lointaines. Et donc, ça nous permet de mesurer la distance des étoiles. C'est ça le but premier du satellite, c'est de mesurer la distance des étoiles. Et c'est Bessel qui a ouvert la voie en 1838. Je ne sais pas comment il a fait, je ne suis jamais parvenu à prendre le temps d'étudier sa méthodologie, mais c'était déjà un exploit à l'époque, parce qu'il faut savoir que la turbulence atmosphérique est plus grande qu'une seconde d'arc. C'est-à-dire que les étoiles, quand vous les observez avec un instrument optique, c'est un patatoïde qui s'étale sur quelques secondes d'arc, à Bruxelles en tout cas. Dans les meilleurs sites, on peut descendre à 0,6, 0,7 secondes d'arc, les meilleurs sites terrestres.
en altitude, dans les montagnes. Mais ça reste difficile, par conséquent, d'observer des étoiles qui ont un effet parallactique d'un millième de seconde d'arc, sachant que la turbulence atmosphérique brouille les images sur quelques dixièmes de seconde d'arc. Donc c'est extrêmement difficile de trouver le photocentre de la tache patatoïdale liée à la turbulence atmosphérique. C'est la raison pour laquelle on a mis le satellite en orbite, évidemment, pour s'affranchir des problèmes de turbulence atmosphérique. Bessel n'avait pas cette chance et il est malgré tout parvenu à mesurer la première parallaxe d'une étoile, 61 Cygni, qui était de 0,5-0,6 secondes d'arc. Alors, l'Agence spatiale européenne a été ambitieuse en 1989. Elle a lancé le prédécesseur de Gaïa, qui s'appelle Hipparcos, en hommage au premier cartographe de la voûte céleste, l'astronome grec Hipparque, qui a vécu du genre 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, qui a établi la première cartographie du ciel. Et donc, c'est en son honneur que l'Agence spatiale européenne a nommé le prédécesseur de Gaïa. À l'époque, on ne savait pas que Gaïa verrait le jour, qui prévoyait la mesure des positions à 10-3 secondes d'arc, donc un millième de seconde d'arc. Et en fait, c'est le succès d'Hipparcos qui nous a poussé, nous astronomes européens, à demander à poursuivre sur cette voie magnifique. Donc Hipparcos avait une précision de 10-3 secondes d'arc, et donc là, ça devient linéaire, la trigonométrie, et donc il suffisait de pousser pour gagner un facteur 1000, par un facteur 1000, et de trouver quelque chose de pointu à 6000 km. J'ai choisi le flambeau de la Statue de la Liberté. Évidemment, encore hypothèse de mathématicien, parce que la sphéricité de la Terre nous empêche, bien entendu, de voir à cette distance. Voilà. Alors, donc en 1995, lorsqu'on a célébré la publication du catalogue Hipparcos, on s'est dit on ne va pas rester en si bon chemin, on va proposer un projet de nouveau satellite à l'Agence spatiale européenne. Et donc le projet a été accepté en 2005. Il a mis 10 ans à être construit et lancé en 2013. Et donc là, cette fois-ci, notre pièce de 1 euro, on doit aller la mettre à peu près à 2 fois la distance de la Lune, à 600 000 km. Okay, donc ça, c'est 10-5, c'est si vous étiez capable de faire la différence entre le bord gauche et le bord droit d'une pièce de 1 euro placée à 2 fois la distance de la Lune. Ça, c'est la performance de Gaïa. Alors évidemment, j'insiste sur le fait qu'il ne fait pas cela en vision directe, évidemment. Ce n'est pas de la vision directe, c'est la précision de cette matrice, pas de cette matrice, mais de petits bonshommes des îles de paix qui se tiennent les uns les autres. Donc, ce sont les étoiles de référence qui se tiennent les unes les autres, et les calculs et le nombre de mesures, en fait, parce qu'on a aujourd'hui quelques centaines d'observations par étoile, donc c'est le nombre de mesures qui permet, par la propriété habituelle des erreurs qui diminuent comme 1 sur racine de n, hein, si elles sont bien, si elles se comportent comme on s'y attend. Okay. Donc voilà, chose importante. Alors, donc, Gaïa, c'est un espèce de couteau suisse de l'astronomie, parce qu'il est capable de faire beaucoup de choses, et cette multitude de tâches va être capitale dans la découverte du trou noir Gaïa BH3. Donc, il y a de la photométrie, donc il mesure magnitude et couleur des étoiles, donc il y a les 2 photomètres, hein, bleu et rouge. Il y a de l'astrométrie, qui était le cœur de la mission. L'astrométrie permet de mesurer la position, évidemment, sur le ciel, la distance au travers de la parallaxe. Donc on a non seulement les 2 angles polaires sur le ciel, mais aussi la 3e dimension, la distance. Donc ça donne les 3 coordonnées de position.
Puis on a le mouvement propre sur le ciel, c'est-à-dire le déplacement séculaire de l'étoile sur le ciel. Donc chaque étoile se déplace dans la galaxie, donc elle a un mouvement relatif par rapport au Soleil, et ce mouvement relatif se traduit par un mouvement propre sur le ciel et par un déplacement en profondeur sur la ligne de visée. Donc pour avoir les trois coordonnées de mouvement, on a besoin de combiner le mouvement propre avec la vitesse radiale. Donc ça donne les trois coordonnées de vitesse. Et donc avec ça, on a les 6 coordonnées de l'espace des phases, 3 positions, 3 vitesses. Et donc on peut traiter la galaxie comme un gaz d'étoiles. Et c'était l'une des motivations de la mission Gaïa, c'est de pouvoir faire des études cinématiques et dynamiques, voir la galaxie comme un système dynamique. Donc c'est très très intéressant de faire ça. Donc ça, c'est l'astrométrie. Maintenant, quand on combine photométrie et astronomie, on a accès à la magnitude absolue, c'est-à-dire l'éclat intrinsèque de l'étoile, si on connaît sa distance. Et donc, on peut tracer ce qu'on appelle le diagramme d'Hertzsprung-Russell, qui est en fait la carte d'identité, ou plutôt qui est en relation avec l'évolution des étoiles. Donc ça, c'est l'intersection. Puis, on a aussi la spectroscopie, qui nous donne la vitesse radiale. En fait, elle est ici. Et donc, les 6 coordonnées de l'espace des phases, en fait, elles sont à l'intersection de la spectroscopie et de l'astrométrie, puisqu'on a besoin de la vitesse moyenne pour combiner avec la parallaxe et pour donner les 6 coordonnées de l'espace des phases. Et à l'intersection de tout ça, on a besoin de tout ça pour découvrir les trous noirs qui se cachent dans nos données. Donc vous voyez que le caractère couteau suisse de Gaïa est essentiel, nous permet de faire des choses qui dépassent de loin le but premier de la mission, qui était de mesurer la distance des étoiles. On peut faire plein de choses, et je veux dire, Gaïa sera exploité pendant des décennies encore après la publication du catalogue final. C'est-à-dire que nous, à l'intérieur du consortium, on est très frustrés parce qu'une fois qu'on a fini de publier un catalogue, le prochain il est prévu pour milieu 2026, tout de suite on doit se plonger dans la publication du catalogue suivant et on n'a juste pas le temps d'exploiter scientifiquement les données. Mais bon. Alors, les trous noirs. Ah oui, un petit mot. Vous avez remarqué que j'ai des diapos en anglais. Je vous prie de me pardonner cela. C'est parce que la conférence, au départ, elle était donnée à une conférence de presse d'avril 2024, mais je la recycle aussi devant des auditoires anglophones. Ok, donc les trous noirs. Alors, donc je vous ai prévenu que je n'allais pas entrer dans le détail de la physique des trous noirs. Je vais parler de leur phénoménologie. Donc les trous noirs, ils sont ici, dans l'arbre d'évolution stellaire. Donc on part de la condensation d'un nuage de gaz interstellaire. Et puis quand ce nuage en contraction fabrique des étoiles dont la masse est supérieure à 8 fois la masse solaire, on parle d'étoiles massives qui terminent sa vie en supergéante rouge. Un exemple, c'est Bételgeuse, dans la constellation d'Orion, qui explose en supernova. Un exemple, c'est la nébuleuse du Crabe dans la constellation du Taureau, qui a explosé en 1054, qui a été rapportée par les annales chinoises. Aujourd'hui, 1000 ans plus tard, quand on regarde, on voit ça, un gaz déchiqueté. Et au cœur de la nébuleuse, quelque part ici, on voit un objet étrange, qui est un pulsar, qui est une étoile à neutrons en rotation rapide, fortement magnétisée, et donc qui se comporte comme un phare, avec un faisceau de rayonnement synchrotron émis selon les pôles magnétiques, et donc toutes les millisecondes, la Terre passe dans le faisceau du pulsar, et donc voilà ce qui reste en fait de l'étoile supergéante après le phénomène cataclysmique qui est une supernova de type 2, et ça c'est le produit final entre 8 et 25 fois la masse du Soleil. Si on démarre avec une étoile de masse supérieure à 25 fois la masse du Soleil, le produit final est un trou noir. Mais ceci est très schématique. C'est ce qu'on présente aux étudiants de première année, premier contact avec l'astronomie. C'est ça, l'arbre d'évolution. Quand on pousse un peu les choses comme on doit le faire,
pour expliquer la découverte de Gaïa BH3. Alors, tenez-vous bien, voilà, on doit étudier ce diagramme-là. Et donc, il est inutilement compliqué, mais c'est ce que j'ai trouvé de mieux en préparant la conférence. Donc, je vais essayer de guider votre œil. Donc, essayez de suivre ce que je vais dire pour ne pas vous perdre dans le diagramme. On a ici en abscisse la masse initiale de l'étoile. Donc, on a le Soleil qui est hors du diagramme, parce qu'en fait, il ne nous intéresse pas dans ce contexte. On a ici la limite à 8 masses solaires qui fait la différence entre les étoiles de faible masse et les étoiles massives. Donc c'est 8 masses solaires qui est la frontière entre les deux branches de cet arbre. Okay. Donc nous, on s'intéresse à ce qui est au-dessus de 8 masses solaires. Donc ici, on va de 8 à 100 masses solaires. Et après, on va s'intéresser à l'autre axe qui est la masse finale, la masse de ce qui va rester de l'objet originel. Et on a des masses qui, cette fois-ci, varient entre 1 masse solaire et 30 masses solaires. Et puis, on a une diagonale ici, la diagonale, qui est donc ce que serait la masse de l'objet final s'il n'y avait pas de perte de masse. Les étoiles perdent de la masse au cours de leur vie, et donc la masse du produit final, elle est en gros ici, elle est donnée par la ligne bleue. Et ça, c'est la masse finale de l'objet, étant donné la masse perdue au cours de l'évolution. Et ce qui nous intéresse, donc c'est ici les deux régions noires. Les deux régions noires, évidemment, elles sont associées au trou noir final. Et donc, vous voyez qu'il y a deux fenêtres prédites. Donc, ici, en dessous de 25 masses solaires, masse initiale, l'évolution fabrique une étoile à neutrons comme produit final, étoile à neutrons jusqu'à 2 masses solaires, une masse solaire et demie, 2 masses solaires par là. Et puis on a une région entre 25 et on va dire 50 masses, donc de masse initiale, qui forment des trous noirs, mais regardez l'échelle ici, on forme des trous noirs au maximum de un petit peu moins de 10 masses solaires. Okay. Et c'est même un trou noir qui n'est pas un trou noir d'explosion supernova, c'est ce qu'on appelle un fallback. Donc c'est la matière qui n'a pas pu être éjectée et qui retombe. Et donc il n'y a pas eu de supernova de type 2 comme la nébuleuse du Crabe, qui a donné naissance à la nébuleuse du Crabe. Par contre, ça va se produire au-delà de 40 masses solaires. Là, on a reformation d'une étoile à neutrons dans le contexte d'une explosion de supernova typique. Et puis, au-delà, on a probablement un trou noir formé comme conséquence de l'explosion de supernova. Et donc, on a de nouveau une région noire, mais regardez de nouveau la masse finale du trou noir, c'est un peu plus que 3 masses solaires. Donc ça, c'était ce que nos collègues qui calculent l'évolution stellaire nous prévoyaient. Donc trou noir au mieux jusqu'à 8 masses solaires. Okay. Alors, vous voyez ici, métallicité solaire. Donc la métallicité, c'est le contenu en métaux des étoiles. Donc le Soleil naît il y a 4 milliards et demi d'années, donc 13 milliards d'années après la naissance de la galaxie. Donc le Soleil a bénéficié de l'enrichissement de la galaxie en métaux fabriqués par les générations précédentes d'étoiles. Donc on a dans le système solaire et dans le Soleil des métaux, 1%, 1% et demi de la matière du Soleil, c'est ce que les astronomes appellent des métaux, c'est-à-dire tout ce qui est plus lourd que l'hélium. Donc c'est une définition un peu bizarre des métaux, mais c'est notre terminologie. Ok, donc j'y reviendrai là-dessus. Alors, les trous noirs, phénoménologie. Donc ça, c'est ce qu'on connaissait des trous noirs disons jusqu'il y a 5-10 ans. Alors, on va distinguer les trous noirs actifs des trous noirs dormants. C'est quoi les trous noirs actifs? C'est par exemple Sinus X1, le premier découvert en 1965 par l'activité qu'il déclenche avant que la matière ne tombe dans l'horizon de Schwarzschild, évidemment. Sinon, une fois que la matière traverse l'horizon de Schwarzschild, elle devient hors de portée de nos télescopes. Mais Cygnus X1 avait la bonne idée d'être un compagnon d'une étoile supergéante bleue de 20 à 40 fois la masse du Soleil.
et le trou noir de Cygnus X1 a 21 fois la masse du Soleil. Donc déjà là, on a quelque chose de plus massif, mais c'est dans un système binaire, et donc on a toute la complexité du système binaire avec la possibilité de transférer de la matière d'une des composantes vers l'autre, ce qui peut augmenter la masse, et donc les 21 masses solaires sont déduites des équations de la mécanique céleste, donc Newton, pour donner accès à la masse des deux astres impliqués. Il y a le problème de l'inclinaison qui introduit une incertitude parce qu'on ne connaît pas nécessairement l'inclinaison de l'orbite sur le ciel, et ça introduit un facteur incertain, sinus de I. Mais bon, je pense que dans ce cas-ci, on a déterminé l'inclinaison. Donc voilà la situation, le premier découvert. Donc c'est une source de rayons X parce que la conservation du moment cinétique fait que toute la matière ne peut pas tomber dans le trou noir, il faut évacuer la matière excédentaire, enfin il faut dissiper le moment cinétique par la viscosité, tout ça est très compliqué, et donc il y a de la matière excédentaire qui part dans les jets perpendiculaires au disque d'accrétion, qui définit, donc il est dans le plan du système orbital, par conservation évidemment du moment cinétique. Donc voilà un trou noir actif, c'est un trou noir qu'on peut détecter facilement par rayonnement X. Et donc dès lors que les premiers satellites en rayon X ont été mis en orbite, donc c'est la décennie 1960, eh bien la source de rayon X la plus intense de la constellation du Cygne, c'est Cygnus X1 par définition, et les télescopes optiques ont découvert à l'emplacement de la source X la supergéante bleue, et que cette supergéante bleue était animée d'un mouvement de va-et-vient sur la ligne de visée qui traduit le mouvement orbital sur la ligne de visée. Donc ça, je vais y venir maintenant. Donc ça sont les trous noirs actifs, source de rayonnement X, parce que alimentés par la matière du compagnon. Maintenant, les trous noirs de Gaïa se sont avérés des trous noirs dormants. Et donc ces trous noirs dormants, donc ça veut dire soit dans un système d'étoiles, soit simple, sans compagnon, soit avec un compagnon, mais suffisamment lointain pour qu'il n'échange pas de la matière. Et donc c'est ce qui se passe pour les trois trous noirs de Gaïa. Ce sont des trous noirs dormants. L'orbite est suffisamment large avec le compagnon pour qu'il n'y ait pas de transfert de matière. Je regarde l'heure qu'il est. 10h54, oui, ok, il me reste une demi-heure. Je ne ferai pas d'interruption parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc, les trous noirs peuvent être dormants. Ici, on ne parle pas de trous noirs d'étoiles simples, parce que ceux-là, ils sont encore plus difficiles à détecter. Des trous noirs simples dans le ciel, mais en fait, ils se manifesteraient par l'effet de déformation de l'espace-temps, la courbure de l'espace-temps, la courbure extrême de l'espace-temps en leur voisinage, et donc les lignes de visée rasantes, des étoiles de l'arrière-plan rasantes, ben en fait, elles trahissent cette déformation locale de l'espace-temps, et donc elles sont déformées. Et donc c'est des micro-lentilles gravitationnelles, et quand le trou noir se déplace dans la galaxie, ben, il laisse en fait... vous voyez, ces lentilles se déforment, enfin les étoiles se déforment, et donc ça, ce serait un moyen de les repérer. Et donc ça fait partie des techniques observées par Gaïa, des micro-lentilles gravitationnelles comme ça. Donc ça, c'est une autre voie possible vers la détection des trous noirs. Ok, donc ici, si je fais le bilan, les trous noirs actifs, donc alimentés par la matière échangée par le compagnon, transférée du compagnon, ce sont des systèmes qui débordent leur globe de Roche. Donc ça, je ne vais pas entrer dans la physique des étoiles binaires, c'est le problème de Roche. Édouard Roche, 1853, a étudié justement la dynamique de ces systèmes. Donc si l'étoile compagne déborde de sa surface équipotentielle critique avec un point de contact, la matière peut tomber librement
je veux dire, naturellement, elle va tomber dans le puits de potentiel de son compagnon trou noir, et donc la matière va être échangée, et ça va se traduire par une forte émission de rayons X à cause de tout ce qui se passe avant que la matière ne pénètre, ne traverse l'horizon du trou noir. Au contraire, les trous noirs dormants ne peuvent être détectés que par l'action qu'ils impriment, l'action gravitationnelle qu'ils impriment sur leurs compagnons, sur les étoiles compagnes, qui va montrer tous les signes typiques de la présence d'un compagnon, donc un mouvement orbital, une oscillation sur le plan du ciel et une oscillation sur la ligne de visée. Et je ne vous parle pas des microlensing et tout que j'ai évoqué, ça c'est hors de propos dans le cas de Gaia BH3. Et puis on a évidemment j'ai fait une faute de frappe, gravitational wave emitters, donc les émetteurs d'ondes gravitationnelles. Donc ça c'est la coalescence. Quand on a un système binaire dont les deux étoiles sont arrivées au bout de leur vie, soit on a un couple d'étoiles à neutrons, soit un couple de trous noirs. Et Einstein nous a expliqué que si les étoiles sont suffisamment déformées pour avoir un moment quadrupolaire non nul, à ce moment-là, elles émettent des ondes gravitationnelles, elles perdent de l'énergie en émettant des ondes gravitationnelles, et donc elles finissent par coalescer. Donc elles se rapprochent, finissent par coalescer, et ça c'est la grande découverte de 2017, première découverte par les télescopes à ondes gravitationnelles Virgo-LIRGO, du premier train d'ondes gravitationnelles. Donc ça ici, vous avez voilà, une vue d'artiste, donc deux étoiles à neutrons qui coalescent. Et avant la coalescence, elles émettent un train d'ondes gravitationnel qui se traduisent par un signal de ce genre. Donc ici, c'est le signal détecté par LIGO, les deux LIGO aux États-Unis. Et donc, ça fait, en fait, c'est l'oscillation des miroirs qui suit en fait le train d'ondes. Et à mesure que les étoiles se rapprochent, les ondes gravitationnelles sont émises avec des fréquences de plus en plus élevées, et ça donne un signal, bon, je n'ai pas ici, mais ça donne un signal sonore qui commence grave. Enfin, si on traduit ce qu'on voit en ondes gravitationnelles, si on le traduit en ondes sonores, ça donne un signal qui commence à paraître très très grave, et puis dont on entend la fréquence monter rapidement, et puis ça s'arrête. Les deux corps célestes ont coalescé. Donc ça, c'est, bon, après prix Nobel en 2000, je ne sais pas combien, 2020, j'oublie les dates, en bon physicien, ma mémoire ne fonctionne pas sur les dates. Alors, il faut savoir que ces ondes gravitationnelles sont extraordinaires parce qu'elles traversent l'univers sans être atténuées, apparemment, et donc les objets qu'on détecte sont éloignés de gigaparsecs. Donc, en termes communs, ça veut dire des milliards d'années-lumière. Il y a un facteur 3,26 entre le parsec et l'année-lumière, mais donc ça veut dire qu'on les détecte dans des galaxies à des distances qu'on dit cosmologiques, c'est-à-dire à des distances de plusieurs milliards d'années-lumière. Le résultat, c'est qu'on observe des tas de phénomènes depuis lors de ce type, je crois qu'on est à plus d'une centaine de détections de trains d'ondes gravitationnels. Donc c'est devenu quasiment de la routine aujourd'hui. Alors vous savez, juste une parenthèse, que la Belgique espère pouvoir jouer un rôle important dans les années qui viennent, parce que on est dans la compétition, quand je dis on, c'est la Belgique, on est dans la compétition pour installer le télescope à ondes gravitationnelles de nouvelle génération, qu'on appelle le télescope Einstein, au point 3 frontières entre la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, donc c'est quelque part près de Maastricht, au sud de Maastricht, par là. Apparemment, la géologie est favorable au creusement d'un triangle souterrain, et donc chaque sommet de triangle abritera donc un miroir suspendu. Donc c'est un interféromètre à 3 branches, en fait.
Et donc chaque sommet du triangle, c'est un interféromètre entre les deux branches, les deux côtés du triangle qui lui arrivent. Et donc il y aura trois interféromètres, ce qui permettra par triangulation de déterminer la distance d'arrivée du train d'onde, et donc d'essayer de localiser la contrepartie optique et de mettre sur le coup les télescopes optiques pour repérer en fait ce qui se passe juste après. Donc c'est ce qui était déjà fait aux États-Unis avec LIGO, Livingstone et Hanford. Donc ils avaient c'était des interféromètres à deux branches. Donc ici, au croisement des deux branches, se trouvait le miroir qui allait vibrer. Et comme ils en avaient deux de ce type, à plusieurs milliers de kilomètres de distance, ils pouvaient faire déjà de la triangulation. Aujourd'hui, on a ajouté Virgo qui est en Italie et un autre dont j'oublie le nom qui est en Inde. Donc on peut faire maintenant de la triangulation correcte. Ok, alors ici, c'est un diagramme où l'art rejoint la science et qui est typique de la science associée aux ondes gravitationnelles. Alors, je vous explique comment interpréter ceci. Alors, chose qui nous perturbe au premier abord, c'est l'axe des abscisses. Vous l'oubliez, il n'a pas de signification, c'est l'axe de l'artiste. Okay, ça, c'est l'axe de l'artiste, et ça, c'est l'axe du physicien, de l'astrophysicien. Ça, c'est la masse. Alors, je ne sais plus si c'est la masse. Oui, évidemment. Comme il y a un segment, c'est la masse des deux objets, de chacun des deux qui va coalescer, et les masses sont reliées par un segment vertical. Okay, donc, qui donne la masse des deux objets qui ont coalescé. Alors, on a distingué en couleur bleue, les signaux associés aux ondes gravitationnelles. Vous voyez qu'il y en a un sacré paquet depuis la première détection en 2017. Et simplement, ils ont été ordonnés sur l'axe des abscisses pour faire joli, simplement, pour avoir une symétrie, pour avoir une espèce de papillon qui déploie ses ailes. Donc c'est pour ça que vous devez accorder aucune signification à l'axe des abscisses, mais ça fait joli, il faut reconnaître que c'est assez sympathique. Alors, vous voyez plusieurs choses. D'abord, les barres d'erreur. Vous voyez que les barres d'erreur sont assez considérables. Ici, on est en dessous de 50 masses solaires, et ici, on est à 80 masses solaires. Parce que, en fait, comment les masses sont-elles déterminées? En fait, on calcule ce qu'on appelle des patrons d'ondes. Alors, il y a mon collègue Geoffrey Compère du département de physique qui s'occupe directement de ces choses, mon collègue Nicolas Chamel de l'Institut d'astronomie qui est aussi impliqué dans la physique des étoiles à neutrons. Donc, on a ces patrons d'ondes et qui sont calculés au préalable en combinant tout ce qu'on peut imaginer comme trou noir, étoile à neutrons plus étoile à neutrons, étoile à neutrons plus trou noir plus neutron, trou noir plus trou noir, etc. Et puis, en fait, la réduction des observations consiste à trouver le meilleur accord entre l'un de ces patrons calculés au préalable et le signal observé, dont vous avez donc les deux exemples ici. Okay, mais donc, c'est une méthode extrêmement indirecte. C'est une méthode extrêmement indirecte, et le résultat des courses, c'est que les barres d'erreur sont grandes. Vous voyez, entre 20 masses solaires et 100 masses solaires pour celui-là. D'où, évidemment, le doute des astronomes classiques qui sont habitués à des choses beaucoup plus précises. Donc on se dit, OK, tant qu'on ne nous fournit pas des choses plus précises, on ne s'inquiète pas. Okay, on ne s'inquiète pas, mais on avait quand même déjà une petite punaise dans notre soulier. On se disait... punaise, c'est embêtant quand même. S'ils ont raison, nos collègues des ondes gravitationnelles, c'est quand même embêtant par rapport à ce que vous avez vu sur le diagramme compliqué que j'ai essayé de vous déchiffrer. Donc ça, c'est un truc. Alors, qu'est-ce que je voulais... oui, alors vous voyez les masses, évidemment. 50, 100, 200. Le plus massif, il va jusqu'à 200 masses solaires. On se dit, bon sang, comment est-ce qu'on peut former ça? Alors, vous devez maintenant, donc les bleus, c'est les ondes gravitationnelles. Voilà, j'ai retrouvé CAGRA, c'est l'interféromètre indien. Donc on a 3 interféromètres en activité aujourd'hui. Et puis on a en rouge ce qu'on a appelé les electromagnetically active. Donc c'est ma phénoménologie
d'il y a quelques minutes. Donc ça, ce sont les trous noirs détectés par le rayonnement X qu'ils émettent dans des systèmes binaires. Et donc là, on a des masses qui sont quand même bien meilleures. Donc les barres d'erreur, cette fois-ci, on ne les voit plus parce qu'elles sont petites. Et donc, vous voyez, Cygnus X5 est ici, le plus massif détecté par l'étude du système binaire et des rayons X associés. Voilà. Alors, oui, alors on a ajouté ici les étoiles à neutrons électromagnétiques, donc c'est les pulsars, si vous voulez. Et donc, vous voyez, je vous ai dit à peine plus grand que de masse solaire. Donc ça, c'est OK. C'est OK par rapport à la prédiction de l'évolution stellaire. C'est tout à fait la gamme des masses à laquelle on s'attend. OK. Donc ici, détection des trous noirs par rayonnement X. Donc ça, c'est l'un des satellites. Donc c'est le Chandra de la NASA. On a l'équivalent à l'Agence spatiale européenne. Voilà. Et puis arrive Gaïa avec ces trois trous noirs, BH1, BH2, BH3. Et voilà ce que ça donne sur ce papillon. Donc le numéro 1, le numéro 2, bon, ils n'ont pas déclenché la furie la furie médiatique parce que voilà, ils étaient dans une gamme qui était encore interprétable par les théories de l'évolution stellaire. Et puis arrive BH3, 32 masses solaires, et là, catastrophe. Catastrophe pour mes collègues de l'évolution stellaire, mais quelque part, soulagement pour les collègues des ondes gravitationnelles, puisque celui-là, il tombe en plein dans l'ensemble des prédictions, enfin des observations des ondes gravitationnelles. D'où l'importance, et donc la nouvelle nous est arrivée en juin 2023, donc découverte en juin 2023 dans des millions de systèmes binaires, celui-là qui a été détecté. Et donc, pendant les mois qui ont suivi, on a fait les études de validation nécessaires. Et donc, je vais vous en parler maintenant, avant d'arriver à la publication d'avril 2024. Et donc, le truc important ici, c'est que seulement l'astrométrie de Gaïa produit des masses bien contraintes. Et c'est ça l'apport essentiel de Gaïa dans ce contexte. Donc, voilà ce qui se passe. Hein. Vous avez un trou noir qui gravite autour d'une étoile qu'on peut parfaitement observer. Et donc, voilà la position du centre de masse. Donc, évidemment, l'étoile oscille autour du centre de masse. Et on peut détecter les mouvements d'oscillation soit sur le ciel, soit sur la ligne de visée par effet Doppler, soit sur le ciel par mouvement propre. Donc c'est ce que Gaïa a réalisé. Et donc en fait, on a une combinaison de deux mouvements. Donc ça, c'est ce que Gaïa va observer. Ça, c'est l'origine du mouvement. On a ici le mouvement du centre de l'étoile autour du centre de masse, lié au caractère binaire de l'objet. Et ici, c'est le mouvement habituel d'une étoile simple. On a le mouvement parallactique, donc le mouvement ici, comme ceci, c'est le reflet de la rotation de la Terre autour du Soleil, dont l'ouverture est d'autant plus petite que l'étoile est lointaine. Donc le mouvement parallactique est exactement inversement proportionnel. L'amplitude du mouvement parallactique est inversement proportionnelle à la distance de l'étoile. C'est comme ça qu'en mesurant cet angle, et en prenant son inverse, on a directement la distance de l'étoile. Et on peut le faire pour toutes les étoiles. Ça marche pour toutes les étoiles simples. Et à cela se combine ce qu'on appelle le mouvement propre, c'est-à-dire un mouvement rectiligne uniforme sur la voûte céleste, mouvement rectiligne uniforme à l'échelle humaine, pas à l'échelle de la galaxie, mais qui traduit la rotation de l'étoile autour du centre galactique, un tour en 200 millions d'années. Donc le petit bout qu'on observe, c'est un MRU pendant les 10 ans de la mission Gaïa. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de trouver. Et tous les trucs bosselés comme ça arrive chez nous et aux collègues de Paris-Meudon. Et donc, Paris-Meudon fait l'analyse de la vitesse radiale, et nous faisons... Paris-Meudon fait l'analyse à la fois de la vitesse radiale et du caractère bosselé, et essaye de décomposer ce mouvement-là
en ces deux composantes originelles. Vous voyez, c'est ça le but. Donc on a un problème, d'ajustement non linéaire. Donc on cherche les paramètres de ces deux modèles qui ajustent au mieux le mouvement bosselé qu'on observe sur le ciel. Okay, et donc tout ça arrive chez les collègues et essaye de sortent les masses. Et, sauf que parfois le problème est mal contraint, et donc on a des faux positifs de trous noirs. On a des trous noirs faux positifs. Quand Dimitri Pourbet calculait ça avant son décès, il y a exactement 3 ans, je regardais par-dessus son épaule, et il me disait, oh, regarde, j'ai un trou noir ici de 2 millions de masses solaires, ou 300 masses solaires, ou 1000 masses solaires, parce qu'en fait, c'était un problème d'erreur, en fait, de données mal contraintes. Et donc, on savait qu'on avait des quantités phénoménales de faux positifs, et donc, on savait qu'on devait être très prudent. Et disons, soumettre ces détections à une vérification ultérieure. Voilà leur localisation dans la galaxie. Le BH3, il est là, dans la constellation de l'Aigle. Il est à 2000 années-lumière. Donc ici, on parle d'objets dans la galaxie. Soit dit en passant, ceci, c'est la nouvelle image par rapport à celle que je vous ai montrée au tout début de ma conférence. Donc vous voyez qu'ici, elle est colorée maintenant, puisqu'on a utilisé la photométrie bleue et rouge. Donc ça, c'est la carte du ciel de Gaïa. Donc voilà les 3 trous noirs Gaïa connus à ce jour. Et donc ce qui distingue le numéro 3, c'est sa masse de 33 masses solaires, ce qui correspond à un rayon de Schwarzschild de 100 km. Voilà, et donc on a publié, donc il y a 416 auteurs dans ce papier, donc c'est typique de la science d'aujourd'hui. Et donc on a demandé en fait la permission à l'ESA de pouvoir publier avant mi-2026, parce que je veux dire, c'était trop dangereux de maintenir, enfin dangereux dans le sens où on voulait éviter les fuites inopinées. Et donc, on a demandé l'autorisation à l'ESA de sortir du calendrier prévu parce que la découverte était trop importante. Et donc, ça a mis 10 mois. Hein, ça, c'est le propre des grosses administrations. Hein. Ça met 10 mois pour passer par tous les comités, les sous-comités, etc. Et puis, on a eu l'accord finalement. Et donc, en avril 2024, on a publié dans une lettre dans Astronomy Astrophysics. Et donc, voilà, il y a les 416 auteurs impliqués dans les observations Gaïa. Alors, là où moi je suis intervenu, c'est dans la validation. Donc voilà le signal qui a été enregistré par l'astrométrie au fil des années. Donc ça commence en 2013, ici 2015, 2016, 2017, 2018. Donc ça, c'est le mouvement de l'étoile visible. Le trou noir, il est là, donc il n'est pas détecté. Et puis on avait cet ensemble de mesures de 2013 jusqu'à 2020, et ça nous donnait cet arc orbital, sur le ciel de l'étoile compagne. Alors en outre, on avait aussi la vitesse radiale. Grâce au spectromètre embarqué par Gaïa, on avait la courbe de vitesse radiale, donc le mouvement sur la ligne de visée. Donc on a ceci, passage au périastre, accélération par deuxième loi de Kepler. Là, on a vu le mouvement qui accélérait ici, je le repasse. Et puis on dit, on a eu tellement de faux positifs qu'on veut être sûr et c'est tellement important comme découverte, on veut être sûr qu'il n'y a pas de problème sur cette courbe de vitesse radiale Gaïa, et c'est là qu'on a fait appel au télescope au sol, Hermès et Sophie. Hermès, c'est le télescope auquel on participe avec la KU Leuven, qui est installé sur l'île de La Palma, et pouf, voilà, on a le point rouge qui est là. Non, ça c'est Sophie, c'est le point vert. Donc on a pris à l'été 2023, en juin 2023, on a pris la mesure qui est là, qui tombait
tombait parfaitement sur la prédiction, sur l'éphéméride prédite par Gaïa, et Sophie, à l'Observatoire d'Hauts-de-Provence, a fait une mesure également, et ça tombait parfaitement sur l'éphéméride, donc là on était rassurés, on savait que c'était une bonne vraie détection, parce que la précision de ces deux instruments au sol, elle est immensément meilleure que les barres d'erreur de Gaïa. Vous voyez, les barres d'erreur, on les voit, nous, ici, on ne les voit pas, parce qu'elles sont super petites. Et donc, vous voyez, l'amplitude ici est de 100 km par seconde. Et donc, quand on a ça, on se doute qu'on a un objet super massif, enfin très massif, qui est responsable du mouvement observé. Et donc, c'est à ce moment-là, quand on a eu ces points-là, notamment le point Hermès et le point Sophie, qu'on a dit, OK, c'est bon, on peut y aller. Et donc, à ce moment-là, la demande a été lancée auprès des autorités de l'ESA de pouvoir publier et accorder en début 2024. Et donc, on a préparé l'article. Et petite conférence de presse. Alors, est-ce que j'ai l'heure? Alors, il me reste encore un peu de temps. Alors, juste une petite anecdote. Alors, mes étudiants, dans les avis pédagogiques, ils me reprochent ce que je vais faire maintenant, okay, c'est-à-dire les digressions. Mais j'estime que c'est mon rôle d'enseignant de former aussi des citoyens, pas seulement des scientifiques. Et les citoyens, ils doivent avoir de l'esprit critique. Et donc, je leur explique toutes les anomalies que je rencontre dans la société, quand ça a un point d'accroche avec ce que je leur raconte dans le cours d'introduction à l'astronomie. Et je peux leur raconter cette histoire qui m'a vraiment, vraiment choqué. Donc, vous voyez le contexte important pour nous, astronomes, physiciens, mathématiciens, de tout ceci. Et donc, on fait un communiqué de presse, et donc un communiqué de presse conjoint, en fait, dans toute l'Europe, en même temps. On sort, l'ULB en a fait un. Ils se sont ratés parce que j'avais donné mon feu vert le vendredi et le lundi, je vois rien venir. Et il me dit, mais on peut ou on peut pas? Je dis, ouais, je vous ai envoyé un mail le vendredi. Donc, résultat des courses, toute la presse belge a relayé le communiqué de l'AFP de Paris-Meudon, et le communiqué ULB, il est resté dans les... Ouais, parce que le service de presse de l'ULB a oublié de sortir. Bon. Ouais, alors je prends mon téléphone, je leur dis, écoutez les gars, bon, il y a quand même une contribution belge importante, s'il vous plaît, téléphonez au soir à la RTB et dites qu'il y a une contribution belge. Bon, ce qu'ils ont fait le soir, à corriger, etc. Bon, bref, jusque-là, ça va. Alors, arrive le coup de téléphone de la RTB. Bon, monsieur Jorissen, est-ce qu'on peut vous interviewer? Alors, c'est toujours dans l'urgence, évidemment, ok, dans une heure, on débarque, ok. On fait l'interview à 10h du matin. Je leur explique en plus simple ce que je vous expliquais là. L'interview passe au JT de 13h, ok, plus ou moins correct. Et puis je rentre chez moi, 19h30, je me dis, ah, est-ce qu'ils vont le repasser? Le temps passe, alors on parle, oui, des baskets, des chaussures customisées, donc c'est-à-dire il y a quelqu'un qui dessine des trucs sur les baskets, ça dure 5 ou 6 minutes, le temps passe, toujours pas de Gaïa Black Hole 3. Je me dis, ça sent mauvais. On arrive au football, je me dis, bon, ok, terminé. Et donc, vous imaginez qu'en fait, on a fait tout cet effort, communiqué de presse, tout le bazar, on a préparé toutes ces slides, et la RTBF, au JT, estime que c'est pas important, mais que par contre, customiser les baskets, ça c'est important, et ça, on passe 3 minutes, quoi. Donc moi, quand j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise, je me suis dit, bon, ok, on est perdu, parce que... Et donc, j'ai décidé, j'étais vraiment désespéré, très, très pessimiste, et je me suis dit, bon, dans quelle société on vit, quoi? C'est vraiment pas possible. Et donc, alors je continue ma digression, ce que les étudiants me reprochent, c'est pourtant pas faute d'avoir fait des efforts auprès de nos collègues journalistes. La faculté des sciences a eu la très bonne idée, lors de la réforme Bologne, d'instaurer un cours de culture générale dans toutes les disciplines qu'on offre à nos étudiants. On offre de l'astronomie aux biologistes et inversement. Très très bonne idée, hein, je pense. Pierre, tu as vécu ça, hein, donc très très bonne idée. Donc, on téléphone à nos collègues de l'Institut de journalisme, c'est systématique. Après chaque annonce du prix Nobel de physique,
on a envie de téléphoner à nos collègues journalistes en disant, écoutez les gars, il faut un petit peu améliorer la culture de vos étudiants journalistes en sciences, quoi. Donc on vous propose, la faculté des sciences vous propose d'ouvrir nos cours de culture générale en sciences de première année à vos étudiants de premier master en journalisme pour qu'ils arrêtent de raconter des bêtises et qu'ils comprennent un minimum en sciences, et refus systématique de l'Institut de journalisme. Donc, quand je vois des journalistes maintenant, je leur demande, dites, je sais que vous n'avez pas de formation en sciences, mais est-ce que vous avez une formation en Sciences Po? Et les derniers à qui j'ai posé la question ont dit non, on n'a pas non plus de formation en Sciences Po. Hein. Bon, okay. Oui, en sciences politiques. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Bon, voilà. Alors, ils apprennent en communication. En communication, la manière de communiquer. Mais ils ne savent rien sur le fond. Bref. Ouais. Donc je finis ma digression. Mais avouez qu'il y a de quoi râler. Bon, bref. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc maintenant, j'ouvre la parenthèse, je réouvre, je dis aux journalistes, s'ils veulent m'interviewer, je dis, écoutez, s'il vous plaît, faites-moi un plaisir, c'est de passer cette interview au JT de 19h30, hein, pas simplement 13h. Bref. Alors, l'importance de Gaïa Black Hole Tree, bon, je regarde, il est 24. Ok, je vais... voilà, il y a beaucoup de choses à dire, je vais sans doute devoir m'arrêter avant d'avoir pu tout dire, mais c'est la vie. Pourquoi? Donc l'importance, je pense que déjà vous avez pu appréhender l'importance, mais je vais pointer certaines choses plus spécifiques. Donc, Gaia BH3 in a nutshell, donc qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc, alors c'est un système avec une longue période et une forte excentricité, vous avez pu le voir si vous avez été bien attentif, enfin non, il ne fallait pas même être attentif, vous voyez que c'était une ellipse sur le ciel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le canal évolutif responsable de la formation du trou noir, il est pas connu. Il y a un article de El Badri qui montre ça. Et c'est l'une des difficultés faciles à comprendre avec 3 lignes de démonstration. On peut y arriver, donc je vais le faire. C'est une démonstration simple. Il y a des versions plus rigoureuses, mais je vous donne la plus simple. Donc, en fait, l'une des questions fondamentales qui se pose, c'est la suivante: comment former le trou noir sans rompre le système? Parce que, en fait, le système donc, doit rester lié après l'explosion, et il y a une formulation simple de mécanique qui dit, bon voilà, vous avez la vitesse juste avant l'explosion, c'est simplement au carré, c'est quelque part la conservation, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Donc ça, c'est la vitesse. Et puis, après, l'explosion est devenue M1 finale. Donc parce qu'il y a eu de la masse éjectée dans l'explosion de la supernova. Et on peut, à ce moment-là, calculer la vitesse d'échappement, de libération, associée à cette somme des masses. Okay, il y a le facteur 2 qui est là parce que c'est la vitesse de libération. Donc ça, c'est la vitesse de libération juste après l'explosion. Et dire, si la vitesse instantanée est supérieure à celle-là, on a le système qui devient palier, et ça donne cette contrainte-ci sur la masse qui peut être perdue. Donc en résumé, si plus que la moitié de la masse est perdue lors de l'explosion, plus de la moitié que la masse initiale, le système devient non lié. Donc ça, c'est une petite démonstration facile. Il y a des versions plus sophistiquées, avec des orbites excentriques, etc. Mais ça, le but. Et donc, c'est ça le problème, c'est que pour former ce trou noir, on a dû partir d'une toile très massive, et donc on n'est pas sûr, on ne comprend pas en fait ce qui s'est réellement passé de ce point de vue-là. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Donc ici, regardez la précision qu'on a sur la masse du trou noir, 32,7 plus ou moins 0,82. Et donc ici, on a tous les trous noirs rayonnement X, et les trous noirs dormants qui étaient connus avant Gaïa, et les deux dormants de Gaïa, et puis le Gaïa BH3, vous voyez qu'il sort complètement de l'épure, hein, donc à la fois en termes de période et en termes de masse, avec sa barre d'erreur.
comment former des trous noirs aussi massifs? C'est ça la question centrale. Comment faire? Alors, on ne connaît pas la réponse à ce jour, on a juste quelques pistes, je vais vous les présenter. D'abord, ici, avant de parler des pistes, d'abord montrer que le problème, il est désormais bien réel. Voilà, alors ici, il ne faut jamais faire ça, c'est un mauvais exemple pour les étudiants. Jamais présenter des diagrammes sans label des abscisses, j'en suis désolé. Et vous voyez, mais peut-être que j'ai des circonstances atténuantes, c'est adapté d'une... Bon, mais on a oublié de récupérer la légende, désolé. Mais ceci, c'est la masse du trou noir. Ça, c'est la masse du trou noir, et ça, c'est la fréquence. Et donc, c'est une distribution de fréquence des trous noirs, avec ici la distribution des trous noirs détectés par les ondes gravitationnelles, Gaïa BH3 et Gaïa BH1 et BH2. Et comme bizarrement, on s'est demandé, mais on a eu confirmation qu'il y a effectivement un espèce d'épaulement, enfin de pic secondaire qui est réel apparemment, et BH3 tombe juste dessus, mais bon voilà. Donc voilà, et alors comment les former? Ben, rappelez-vous ce diagramme compliqué, donc le 30 masses solaires, non, pardon, c'est pas, ça c'est le 30 masses solaires de masse initiale, mais donc 30 masses solaires, vous voyez, on n'a pas de possibilité ici. Alors, on va regarder un diagramme tout aussi compliqué, mais cette fois-ci, métallicité zéro. Métallicité zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire des étoiles qui sont formées très tôt dans la vie de la galaxie. Donc notre Soleil, il est né, comme je l'ai dit tout à l'heure, environ 7,5 milliards d'années après la naissance de la galaxie, qui elle-même est née quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Donc, il s'est écoulé 7,5 milliards d'années entre la naissance de la galaxie, premières étoiles contenant uniquement de l'hydrogène et de l'hélium, et la naissance du Soleil, qui a bénéficié de toute l'évolution chimique de la galaxie préalable. Maintenant, ce trou noir, BH3, il est autour d'une étoile peu massive, donc une étoile potentiellement vieille, qui s'est formée très tôt dans la galaxie, et donc on va regarder les prédictions de l'évolution stellaire pour des étoiles de métallicité zéro. Donc pas de métaux, juste hydrogène et hélium. Et là, on voit qu'on a une figure assez différente, parce qu'on voit que la diagonale, elle est suivie par l'étoile, parce que la perte de masse qui est responsable de la déviation ici en bleu et par rapport à la diagonale, elle est causée par la présence des métaux. Ce sont les atomes avec beaucoup d'électrons qui sont sensibles à la pression de radiation de l'étoile et pression de radiation qui agit par des mécanismes de physique atomique, qui agit sur les atomes et qui est responsable de la perte de masse. Ici, il n'y a pas de perte de masse, donc déjà ça c'est un gros avantage. Et puis vous voyez que donc les trous noirs et ces étoiles-là, en plus, elles peuvent naître avec des masses beaucoup plus grandes que les masses de métallicité, que les masses de métallicité d'étoiles de type solaire. Ici, ça s'arrête à un peu plus de 100, ici on va jusqu'à 1000, 2000, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer. Et donc déjà, on peut former des étoiles initialement très très massives, et donc regardez, on est sauvé parce qu'on forme maintenant des trous noirs 30, 100, 300 masses solaires. Donc là, c'est bien. La question c'est, est-ce qu'on a une étoile de métal, est-ce que notre étoile progénitrice de Gaïa BH3, est-ce que c'était une étoile de métallicité zéro? Ah, c'est pas regarder le trou noir qui va nous aider puisqu'on ne le voit pas. Mais on a un avantage, il y a l'étoile juste à côté. Bon, ça je vais passer. On a l'étoile juste à côté, dont voici les paramètres. Alors, bon, je vais expliquer chacun des termes tour à tour. Donc ça, c'est la masse de l'étoile compagne, l'étoile qu'on observe. C'est une étoile très peu massive, 0,8 masse solaire, plus ou moins 0,05 masse solaire. Donc ça, c'est une étoile très âgée, parce que une étoile comme le Soleil, elle met 10 milliards d'années pour quitter la séquence principale. Donc une étoile de 0,8 masse solaire, quasiment, elle reste elle passe toute la vie de l'univers actuel sur la séquence principale. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire que potentiellement, une étoile comme ça, elle s'est formée il y a très 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 longtemps. Elle a pu se former parmi les étoiles de première génération. Alors, aujourd'hui, c'est devenu une sous-géante. Donc elle a commencé à quitter la séquence principale.
Donc, ok, ça veut dire qu'effectivement, elle est née il y a bien longtemps. Et ici, c'est ça le point clé. Alors, comment est-ce que vous interprétez ça? C'est le rapport fer sur hydrogène dans l'étoile normalisé à la valeur solaire. Et c'est en échelle logarithmique. Donc, donc c'est quoi? Alors, je vais l'écrire au tableau. Donc, F sur H crochet. C'est le logarithme en base 10 du nombre d'atomes de fer dans l'étoile rapporté au nombre d'atomes d'hydrogène, normalisé par la même chose dans le Soleil. Donc c'est un double rapport. Donc on compare le nombre d'atomes de fer au nombre d'hydrogène parce qu'on n'a pas possibilité de mesurer un nombre absolu d'atomes. Donc c'est un double rapport. Nombre d'atomes de fer rapporté au nombre d'atomes d'hydrogène dans l'étoile. Et ce rapport-là est normalisé par le rapport solaire. Et on prend le logarithme en base 10. Donc ça veut dire que moins 2,56, moins 2 ça veut dire 1/100, et moins 2,5 c'est un 300e. Okay? Donc ça veut dire que le rapport fer sur hydrogène dans l'étoile, compagne du trou noir, est 300 fois plus faible que le rapport fer sur hydrogène dans le Soleil. Donc on parle d'une étoile de faible métallicité. Et donc une étoile de faible métallicité, c'est une étoile vieille, qui est née très tôt dans la vie de la galaxie, et donc qui effectivement est décrite par ce genre, quasi par ce genre de diagramme. Sauf qu'ici, le rapport, ce F sur H serait égal à moins l'infini. Bon, ici, on n'est pas à moins l'infini, on est à moins 2. Donc ça vaudrait pour moins l'infini. Nous, on est à moins 2,5, moins 2,6. Mais bon, ça donne une idée de la manière dont on évolue en passant de métallicité nulle à métallicité solaire. Et donc, probablement, cette étoile est caractérisée par quelque chose, par une figure intermédiaire entre ces deux-là. Et donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, c'est la première fois, en fait, qu'on peut vérifier cette prédiction du collègue polonais Belczynski en 2016, qui dit que les trous noirs massifs sont probablement seulement formés à faible métallicité, donc dans des étoiles à faible contenu en métaux. Donc ça c'est un bon signe, mais les études se poursuivent. Et donc qu'est-ce qu'on peut encore apprendre d'autre que cela? Et donc ça, je viens de vous parler de la faible métallicité. Et un problème aussi, pas un problème, mais il y a quelque chose de surprenant au niveau de la cinématique. En fait, la cinématique, attendez, oubliez ça, la cinématique de ce système dans la galaxie a quelque chose à nous apprendre aussi parce qu'elle appartient à un courant d'étoiles, le courant qui porte le nom bizarre de ED2. Et on pense que c'est un amas globulaire rompu qui donne naissance à ce faisceau d'étoiles dans la galaxie. Un amas globulaire, c'est un amas d'étoiles qui est formé en même temps que la galaxie, en même temps que la galaxie. Et donc, si notre système BH3, les propriétés cinématiques dans la galaxie sont exactement identiques à celles de ED2, ben, peut-être bien que notre trou noir s'est formé avec l'amas globulaire. Mais ça reste encore... ça reste encore à étudier. Alors ici, aujourd'hui, donc, ce qu'on dit, c'est que les modèles actuels à métallicité peuvent former, en effet, un trou noir de 30 masses solaires si la masse initiale de l'étoile est supérieure à 80 masses solaires. Donc c'est rare, parce que dans la galaxie se forment surtout des étoiles moins massives que le Soleil. Des étoiles aussi massives dans la galaxie sont rares. Mais donc, on a trois possibilités. Soit, effectivement, BH3 est quelque chose de très très rare, mais les biais observationnels nous ont permis de le sélectionner, de le voir. Rappelez-vous que plus le trou noir est massif, plus il induit un mouvement d'oscillation d'amplitude importante. Donc ce sont les plus massifs qui vont sortir les premiers dans nos données.
Donc, OK, la possibilité 1 est possible. Possibilité 2, c'est ils ne sont pas si rares, mais dans ce cas-là, les modèles d'évolution stellaire actuels sont faux. Ou alors, c'est un produit d'un merger, donc d'une fusion d'un objet, d'une capture, ce qui est possible aussi. Donc, je dirais, voilà les trucs, ça je vais passer. Donc voilà, vous montrez l'orbite dans la galaxie du trou noir, l'orbite galactique du trou noir, vous voyez. C'est un truc compliqué, en tout cas ça l'emmène dans le halo lointain, donc ce qui peut faire penser que, en effet, l'objet est né il y a très longtemps, ou alors il a été capturé, on ne sait pas trop. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces questions ouvertes, hein, comme toujours, la découverte suscite de nouvelles questions, et donc voilà, on en est là. Je vous remercie pour votre attention, et je suis prêt à répondre à vos questions dans la mesure de mes capacités. Il y a des questions? Oui. Je vais essayer de poser une question à laquelle vous avez peut-être déjà répondu parce que je suis assez sourd. Mais au début de votre exposé, vous avez parlé de point de Lagrange. Je ne sais pas ce que c'est qu'un point de Lagrange. Oui. Oui. Et deuxièmement, pourriez-vous justifier le fait que vous utilisez précisément ce point de Lagrange pour placer votre instrument? Oui. Alors, donc le point de Lagrange se définit dans le contexte du problème restreint des trois corps. Encore que, oui, enfin, surtout, on se place dans un référentiel tournant. Donc on prend un problème, on prend deux corps, je ne sais pas si je peux le faire au tableau. Donc on se place dans un référentiel auquel on accroche nos deux corps, et ce référentiel est tournant. Okay, et donc dans ce référentiel, les deux points sont fixes, les deux objets sont fixes. Dans le cas présent, Soleil, Terre, et on l'accroche au centre de masse du système. Alors ce n'est pas à l'échelle, mais peu importe. Donc on est dans un référentiel tournant, donc on a des pseudo-forces qui font leur apparition, et si je prends un point ici, une masse petite, donc une sonde gravitationnelle, qui ne perturbe pas le potentiel des deux corps massifs, donc c'est pour ça que malgré tout on parle du problème des trois corps restreints, puisque celui-là, il est dans le potentiel des deux autres et ne le perturbe pas. Vous avez trois forces ou pseudo-forces qui sont en jeu. Celle-ci, l'attraction de la masse 1, l'attraction de la masse 2, et vous avez une troisième qui est la pseudo-force centrifuge, puisqu'on est dans le référentiel tournant. Et quand vous avez ces trois forces, vous avez des points où la résultante de ces trois forces est nulle. Et ces trois points sont les points de Lagrange. Donc il y en a un qui est quelque part ici, c'est le L1, le L2, donc si ça c'est la Terre, le L2 il est là, et le L3 il est de l'autre côté. Et on a encore L5, L4 et L5 qui sont ici et là. Donc ça sont les 5 points de Lagrange, où les trois forces conduisent à une résultante nulle. Ici, c'est évident, hein, parce que les forces sont collinaires. Vous en avez une par là et deux par là. Ici aussi. Et donc, en fait, le potentiel, il est comme ça. Attendez, non. Donc, voilà une coupe. Si vous mettez un point ici, c'est le point de Lagrange L1, c'est un point d'équilibre instable, et l'objet peut tomber d'un côté ou de l'autre. Et ici, alors je vous disais qu'ils étaient stables, mais ce n'est pas juste, c'est les L4 et L5 qui sont stables.
Ici, on a le point de Lagrange L2. Et donc, en tout cas, ce qui le caractérise, ok, il est instable, et ce qui le caractérise, c'est que la somme des forces est nulle. Donc, c'est ça son avantage. Mais donc, il faut faire attention de ne pas envoyer l'objet, le satellite, trop loin ici, parce qu'il risquerait de partir d'un côté ou de l'autre. Mais c'est pour ça qu'on a les propulseurs qu'ils maintiennent au voisinage du sommet. Et l'avantage, c'est que à cet endroit-là, on a la distance, comment dire, la distance Terre-satellite est constante, donc les transmissions sont faciles, et ça ne fonctionnerait pas. Et d'autre part, l'orientation du Soleil est toujours la même. C'est-à-dire, si on oriente le bouclier thermique comme ça, on est sûr que le Soleil n'entrera jamais dans le champ focal du télescope, ce qui ne serait pas le cas pour un satellite qui tournerait autour de la Terre. Parce que le satellite qui tourne autour de la Terre, il serait une fois côté nuit, une fois côté jour, et ce serait dangereux. Donc le point de Lagrange, donc l'avantage, c'est l'annulation des trois forces et la possibilité de contrôler l'orientation du satellite pour éviter le rayonnement solaire. Donc c'était vos deux questions, hein, je pense. Voilà. Encore une question. Oui. Les deux champs qu'on doit fusionner, on ne peut pas les mesurer séparément, j'imagine. Disons qu'on n'a pas besoin de le faire, parce que si on les mesurait séparément, on ne serait plus dans les conditions qui nous assurent une couverture homogène des erreurs. Donc le fait en fait, ce qu'on fait, c'est on rattache la position d'une étoile à la position d'une consœur très éloignée. Et on fait ça avec une erreur qui reste l'erreur typique de mesure du détecteur dans ce champ-là. Donc on a une petite erreur sur une très grande distance. C'est vraiment ça l'avantage de procéder ainsi. Si on mesurait, si on découplait les champs, on aurait une propagation d'erreur qui deviendrait infernale quand on a fait un tour, quoi. Donc c'était vraiment l'idée géniale des concepteurs, et ça remonte à un certain Lacroute, astronome français des années 1960. Je ne sais plus à quel observatoire français il travaillait, mais c'est son idée. Et donc le concept de cette astrométrie spatiale, comme on l'appelle, remonte à cette idée de la décennie 1960. Et il a fallu la développer au cours des 20 années qui ont suivi pour donner naissance au premier satellite de ce genre qui était Hipparcos. Mais c'est vraiment ça l'idée de génie. Et on a dans notre consortium Gaïa, donc parmi les 417 astronomes, il y a une série de mécaniciens célestes qui sont soit de l'école française, soit de l'école allemande, et qui sont vraiment des personnes qui ont profondément réfléchi à tout ça et qui sont vraiment très, très talentueux, je veux dire. Oui, vas-y. Je vais me poser une question un peu générale. Est-ce qu'on a une idée du plus gros trou noir qu'on puisse rencontrer? Je ne suis pas très au courant de tout ça, mais oui. ici on a des trous noirs massifs. Est-ce qu'il y a raison de penser que les trous noirs pourraient encore être beaucoup plus massifs que ceux qu'on a trouvés? Mais si on parvient à mettre la main sur un trou noir qui est formé à partir d'une étoile de première génération, donc sans métaux, on a vu sur la deuxième figure là que en fait la diagonale masse initiale égale masse finale s'étend jusqu'à plusieurs centaines de masses solaires. Donc si on parvenait à détecter un trou noir de ce type, on peut envisager plusieurs centaines de masses solaires. Et attention, ici peut-être une remarque importante que je n'ai pas faite parce que c'était implicite dans mon titre, c'est qu'il s'agit bien des trous noirs stellaires, donc formés
par l'évolution stellaire et pas du tout dans le contexte de la formation des galaxies, parce que dans toutes les galaxies, on a des trous noirs centraux qui ont plusieurs millions de masses solaires. Donc dans notre galaxie, on a un trou noir qui fait en son centre, donc au centre de notre galaxie, je crois qu'il fait 4 millions de masses solaires. Dans les grosses galaxies dans la grosse galaxie de l'amas de la Vierge, c'est encore pire, je pense que c'est plutôt 10 millions de masses solaires. Mais ça, c'est une formation qui est consécutive à la formation de la galaxie, de chaque galaxie, parce qu'ils ne sont pas actifs dans toutes les galaxies, mais il y en a probablement dans toutes les galaxies. Et donc ça, c'est une formation qui participe de la formation de la galaxie elle-même, et qu'on ne comprend pas très bien, parce qu'il n'y a plus de galaxies qui se forment dans notre environnement pour le moment, et qu'on peut observer, donc on ne sait pas. Mais donc, il faut bien distinguer les trous noirs stellaires des trous noirs galactiques. Et j'oublie, des trous noirs primordiaux. Nos collègues de physique théorique étudient et tentent de détecter les trous noirs primordiaux. Et là, ça relève de la combinaison de la mécanique quantique, la cosmologie, tout ça. Et donc, on peut espérer que Gaïa donne en fait une évaluation des trous noirs primordiaux, de la fréquence des trous noirs primordiaux s'ils existent. Oui, j'ai une courte question. Il n'y a pas si longtemps qu'on commence à entendre parler des ondes gravitationnelles. Est-ce que ça ne se détecte qu'avec des trous noirs ou des étoiles à neutrons? Ça ne se produit que par les collapses, par les fusions de trous noirs et d'étoiles à neutrons. Les ondes gravitationnelles ne sont produites que dans ces circonstances dans l'univers, enfin, pour le moment. Donc, il faut des conditions très particulières. Hein, comme je vous l'ai dit, techniquement, de ce que j'ai retenu de mon bref cours de relativité, c'est qu'il faut que le moment quadrupolaire de la distribution, il faut qu'il y ait un moment quadrupolaire non nul de la distribution de masse dans l'objet massif. Donc un moment dipolaire, c'est un objet qui a qui n'a pas la symétrie sphérique, mais la symétrie sphérique est brisée sur un axe. Et là, un objet avec une distribution quadrupolaire, c'est une poire. Donc non seulement vous avez une brisure de symétrie sur un axe, mais en plus le côté gauche et le côté droit n'ont pas la même forme, donc une poire. Donc ça, c'est un objet avec une distribution de masse quadrupolaire non nulle. Et la relativité générale, si mes souvenirs sont bons, et il y a sans doute des gens dans l'audience qui peuvent me contredire si je me trompe, il faut avoir des objets de ce type qui gravitent l'un autour de l'autre pour émettre des ondes gravitationnelles. Et donc, ça n'est pas si fréquent. Ça se produit justement dans le contexte du modèle de Roche. Donc je l'ai montré un moment, quand vous regardez les surfaces équipotentielles par la tranche, donc si le plan de l'orbite est perpendiculaire au plan du tableau, une équipotentielle critique est comme ceci. Je l'ai mal dessiné, mais il y a un axe de symétrie, normalement c'est symétrique en haut et en bas. Et donc si l'étoile remplit le lobe de Roche, elle a la forme d'une poire. Okay, elle a la forme d'une poire, donc elle a un moment quadrupolaire non nul. Donc, alors ça pourrait se produire aussi pour des objets autres que des trous noirs, mais ils sont nettement moins massifs, des naines blanches, qui sont les produits finaux de l'évolution du Soleil, mais ils sont moins massifs, et je suppose qu'il y a aussi une contrainte sur la masse de l'objet elle-même pour émettre des ondes détectables, je pense. Donc je pense qu'il y a aussi la masse qui fait que on a besoin que les trous noirs sont vraiment... Non, je dis une bêtise parce que les étoiles à neutrons, non, excusez-moi, je dis des bêtises parce que l'étoile à neutrons, on a vu qu'elle avait des masses qui ne dépassaient pas 2 masses solaires et on voit des émissions d'ondes gravitationnelles par des systèmes de 2 étoiles à neutrons. Oui. Ok, je vais proposer que la fin des questions se fasse ici devant, après-midi, le sujet se passe au présent. Merci encore.